Bonjour à tous, bienvenue sur le plateau de Lyon Mac TV pour un nouveau numéro de Lyon Politique. Et à mes côtés aujourd'hui, Raphaël Ruffier-Fossoul, Damien Gouy-Perret et le conseiller métropolitain UDI Christophe Jourjon. Bonjour messieurs. Bonjour Alexis. Bonjour. 3 sujets soumis au débat, la fusion entre Oulin et Pierre-Bénite, la reculade sur la ZFE et le nouveau sondage sur Grégory Doucet. C'est le mariage du siècle, mais Oulin et Pierre-Bénite ont décidé de s'unir dans la plus stricte intimité. Les maires des deux communes ont annoncé cette semaine leur volonté de fusionner au 1er janvier 2024. Pas de référendum, très peu de personnes consultées en amont et surtout un intérêt de la manœuvre qui est difficile à jauger. Il y a de quoi être circonspect. Alors avant de se pencher sur le reste de la métropole de Lyon, est-ce que cette fusion Oulin-Pierre-Bénite, puisque ce sera le nom de la future commune, vous apparaît comme étant pertinente? Qui veut se lancer? Christophe. Alors moi, j'ai salué l'initiative. Je pense qu'effectivement, regrouper des communes, c'est une très bonne initiative. Après, je ne me porterai pas de jugement sur Oulin-Pierre-Bénite en particulier, puisque je ne suis ni habitant de ces deux communes, ni élu de ces deux communes. Donc c'est aux habitants, aux élus de porter un jugement et de se positionner sur ces deux exemples concrets. Mais sur le principe général, qu'il y ait des fusions de communes, je pense que c'est une très bonne chose. Pour mémoire, il y a 36 000 communes en France. C'est quasiment 4 fois plus qu'en Allemagne, qui est pourtant plus peuplée que la France. Et c'est 2 à 3 fois plus qu'en Italie, par exemple. Donc il y a quand même un problème. Et fusionner des communes, ça permet d'avoir des tailles plus importantes, ça permet de mutualiser des services, ça permet d'offrir un service à la population qui est de meilleure qualité, à un coût qui est plus supportable. Donc sur le principe, c'est une bonne chose. Après, sur ce cas présent, c'est aux élus d'Oulin et Pierre-Bénite et aux habitants de se positionner. Bon, Raphaël, lui, va donner son avis. On va peut-être arrêter avec le modèle allemand. Hein. Le gaz russe, les centrales à charbon, c'était leur modèle, c'était pas terrible non plus. Je vois pas en quoi ça fait un argument. Dans la démocratie locale, on a quelque chose qui fonctionne, c'est la commune. Les habitants se reconnaissent dans leur maire. C'est un échelon démocratique qui fonctionne. C'est celui où on voit les taux de participation les plus forts. Et depuis effectivement plusieurs décennies, les technocrates pensent qu'il faut supprimer, il faut moins de communes. Pour quelles raisons? Est-ce que les gens se reconnaissent mieux dans des instances plus grandes? C'est pas du tout garanti. Alors moi je suis pas opposé au principe de fusion. Il y en a qui se justifient quand c'est des projets en fait de communes qui sont partagés par les habitants, que ça met un certain temps à se faire, que tout le monde est pour et qu'il y a des avantages à le faire évidemment. Mais là annoncer en cours de mandat sur quelque chose qui est quand même un échelon démocratique essentiel, une fusion qui n'a pas été débattue lors des élections, qui ne sera pas débattue par les électeurs, parce que les mêmes qui demandaient un référendum pour un téléphérique n'imaginent pas en faire un pour cette question démocratique essentielle, je ne vois pas comment on peut le justifier. Mais cette question elle va être débattue là, dans les jours et les semaines à venir, ou les mois à venir. Moi, je donne juste un exemple. Les municipaux, apparemment, n'étaient même pas au courant. La commune où je suis né, c'est une commune qui a fusionné il y a 30 ou 35 ans. En plus, il y avait la Loire qui partageait les deux anciennes communes. Ça a fusionné il y a 35 ans, et aujourd'hui, tout va bien. Je veux dire, ça permet forcément de trouver des synergies, de la mutualisation et d'être plus efficace. Après, encore une fois, c'est aux élus du territoire et aux habitants d'en discuter et de décider. C'est pas moi, en habitant Lyon, qui vais me positionner sur Pierre-Bénite et Oulin. Mais sur le principe, c'est une bonne chose. Damien? Alors moi je trouve que sur le principe c'est une bonne chose. Il faut se rappeler que les communes en France, elles sont nées à la Révolution française et on construisait les communes autour des clochers. Donc ce qui explique pourquoi on a autant de communes par rapport à nos pays voisins. Je pense que c'est justifié pour faire des économies d'échelle. Je ne suis pas originaire ni de Pierre-Bénite ni d'Oulin, mais je pense que ça peut se justifier. Ça va faire une population d'environ 37 000 habitants, c'est ça, si ma mémoire est bonne. Ça en ferait la 6e commune de la métropole, hors Lyon et Villeurbanne. Je pense qu'effectivement... J'aimerais bien voir la fusion qui a permis une économie. C'est toujours l'argument. À chaque fois qu'on fait des fusions, en général, il y a plutôt une augmentation de la dépense publique. Alors, on a des tas d'exemples de communes qui font des économies d'échelle. Je pense à Bourg-Tizy, etc. Puis il y en a un paquet dans le Rhône. Après, ils peuvent assembler des services ensemble, avoir la même caserne de pompiers. Plutôt que d'avoir un service dans 5 communes, on n'a plus qu'un service pour les 5 communes. Donc, par la force des choses, on fait des économies d'échelle. Ça prend du temps. On l'a vu avec les régions, avec la fusion des régions. On sait très bien qu'au début, on ne fait pas d'économie d'échelle. Ça prend, même quelquefois, ça coûte plus cher. Ça prend du temps. En revanche, c'est vrai que ça permettrait à cette commune, qui a quand même une continuité territoriale assez logique, de peser plus, peut-être de récolter plus d'aides de la part de l'État. Effectivement, comme ils l'ont dit eux-mêmes, de fusionner par exemple leur police municipale et d'être plus efficient, de fusionner plusieurs services. Alors, d'un point de vue économie d'échelle, je pense qu'il n'y a rien à dire. Je pense que la France a raison de pousser les communes à fusionner. Après, il y a quand même d'autres questions qu'il faut se poser. Moi, si je suis Oulinois ou Pierre-Bénitain, je ne sais pas si on les appelle comme ça, je suis énervé, très clairement, qu'on ne m'ait pas posé la question.
Ça va peut-être venir, je pense que ça viendra, mais par réflexe, je n'aurais pas tendance à aller voter pour ces gens-là qui se sont assis sur la démocratie, point de vue personnel. Il va y avoir un problème de gentilé, je ne sais pas comment on va appeler ces gens-là, parce que déjà, je trouve que le cumul du nom de ces deux communes est particulier. Je suis à peu près persuadé que là, il y aura un référendum pour leur proposer différents noms. Mais en matière électorale, puisque ce qui a été pointé du doigt, c'est sur le fait que c'était une fusion électorale, je ne suis pas sûr du tout que ce soit un très bon coup pour la droite, en fait. Alors, Pierre pour du contexte, la fusion électorale, ça serait parce que Oulin penche de plus en plus à gauche. Alors, ça serait une manière pour la droite de conserver du coup les deux communes. Oulin penche de plus en plus à gauche. Pierre-Bénite est historiquement une commune de gauche qui aujourd'hui Vote à élit droite. Jérôme Moreau, parce qu'ils élisent le personnage, mais on est quand même dans une commune qui historiquement est à gauche. Plus les gens qui vont être vexés de ne pas avoir été consultés, je ne suis pas sûr du tout que ce soit une bonne opération électorale. À mon avis, ça risque plutôt de plomber justement la droite sur place. Donc, On peut le dire à l'inverse, c'est plutôt courageux de la part de Jérôme Broge, puisque on ne le voyait pas forcément menacé dans sa commune. Là, il va prendre un risque. Mais je pense qu'il prend un risque parce que le calcul qui a dû être fait, s'il y a un calcul électoral qui a été fait, il a été fait sur le résultat des dernières élections municipales et métropolitaines, et que l'eau a le temps de couler sous les ponts, c'est le cas de le dire pour Oulin et Pierre-Bénite, et qu'il y a une sociologie de la population qui évolue à grande vitesse dans les deux communes. Et donc, la photographie 3 ans avant n'a pas de sens, en réalité, voire 6 ans avant, puisqu'ils vont s'appuyer sur le résultat des dernières municipales. Donc, je pense que d'un point de vue électoral, ce n'est pas du tout une bonne opération. D'un point de vue économique, je pense que oui. Et alors, fusionner des communes, c'est quelque chose dont on a l'habitude, notamment dans le Rhône, ça se fait dans le Beaujolais, ça se fait à Bourg-de-Thizy, mais à cette échelle de taille de ville, Oulin et Pierre-Bénite, qui étaient quand même des villes importantes, qui le sont toujours et qui le seront davantage demain, c'est inédit. On a vu que le rapport du Sénat sur la métropole de Lyon encourageait un peu les villes à se poser cette question, mais on pensait davantage au Val-de-Saône, avec des communes qui aujourd'hui n'ont plus forcément de voix qui portent à la métropole de Lyon. Est-ce que là, Oulin et Pierre-Bénite, qui ouvrent le bal, peut donner des idées, peut-être à l'Est? Est-ce que Dessines, Meyzieux peuvent se poser cette question? Est-ce que c'est quelque chose dont il faut parler aujourd'hui clairement et de manière décomplexée? Moi, clairement, oui. Moi, je suis convaincu que c'est une bonne approche. Je pense que il n'y a pas de calcul politique, parce qu'effectivement, 3 ans avant, on ne sait pas ce que ça donnera. Et on a bien vu les rares fois où les gouvernements, ou toutes les fois où les gouvernements ont voulu découper les circonscriptions législatives avec un calcul politique, généralement, ils se sont trompés. Donc, le calcul politique, j'y crois pas, mais je pense qu'effectivement, en termes d'efficacité, on a un gain. Donc, du coup, il faut réfléchir effectivement sur la métropole de Lyon. C'est un job des communes à multiplier les fusions dans le territoire métropolitain. Et c'est pas parce qu'on fusionne 2 communes qu'on perd l'échelon communal. Encore une fois, je veux dire, l'échelon communal, c'est un maire ou une maire, c'est des élus locaux, des conseillers municipaux, des adjoints, et ils seront toujours sur le territoire. C'est pas parce qu'ils seront sur 2 communes de... Ils seront beaucoup moins nombreux. De 10 et 20 000 habitants, mais vous les trouverez toujours quand vous irez acheter votre pain le matin ou quand vous irez sur le marché le week-end. Vous les rencontrerez parce que c'est des gens qui habitent dans ce territoire-là et qui seront présents. Donc du coup, cette proximité, elle existe encore, surtout quand on est à l'échelle de 30 ou 35 000 habitants. À l'échelle de la ville de Lyon, c'est différent. Moi, les adjoints de la ville de Lyon, je ne les croise jamais sur le marché. Donc on n'est pas au même niveau. Non, mais moi, je pense que c'est une vraie question. Vous pouvez poser la question à l'Association des maires ruraux de France. Ils sont dans le 6e arrondissement, juste à côté de chez vous, je crois. Allez les voir ce qu'ils pensent de ces fusions de mairies. Ce qu'ils disent à chaque fois, c'est que c'est énormément d'ingénierie, c'est énormément de temps passé administratif pour faire ces fusions-là, dont les économies, en réalité, elles sont peut-être à long terme, mais en réalité, eux, ce qu'ils constatent, c'est plutôt des augmentations de dépenses. Pourquoi? Parce qu'avant, quand ils avaient un conseil municipal avec 25 conseillers municipaux, dont une quinzaine qui sont purement bénévoles parce qu'ils sont pas adjoints, c'est autant de gens qui sont sur le terrain, qui vont faire un travail social, qu'on va remplacer ensuite, parce qu'en fait, il faudra bien quelqu'un pour faire le travail qu'il faisait avant, plutôt par des fonctionnaires. Donc au final, la commune a peut-être fait des économies en fusionnant certains services, mais va devoir plutôt augmenter ses effectifs pour répondre à d'autres. Alors que la possibilité pour les communes, qu'elles ont déjà, de mettre en commun des services, c'est quelque chose qui fonctionne très bien. Ça évite d'occuper les collectivités locales sur des débats qui, en réalité, n'ont quand même pas beaucoup d'intérêt. Je ne pense pas que les gens se lèvent le matin en se demandant « Oh là là, j'ai envie d'habiter dans une commune plus grande ». Non, ce qu'ils veulent, c'est qu'il y ait une piste cyclable, qu'il y ait un métro, qu'il y ait un emploi. Et c'est sur ces projets-là
qu'il faut occuper les élus locaux plutôt que sur des questions administratives sans Non, grand mais intérêt. la fusion, c'est pas la solution à tous les problèmes, mais ça fait C'est partie tellement des complexe à faire solutions que possibles. ça prend toujours À énormément de l'inverse, temps. mutualiser des équipements de plusieurs communes, c'est aussi un vrai bazar administrativo-juridique et financier. Quand vous faites des gymnases, quand vous faites des centres de supervision de la vidéosurveillance mutualisés, c'est pas non plus simple ni à monter, ni à financer, ni à gérer au quotidien. Donc du coup, c'est vraiment, ça fait partie des solutions et des choses qu'il faut étudier, mais ce n'est pas la solution universelle à tous les problèmes qu'on peut avoir sur le terrain. Et au-delà de ça, réfléchir aux collectivités locales, ce n'est pas uniquement des fusions de communes. On a eu les fusions de régions. Moi, je n'étais pas convaincu à l'époque. Bon, maintenant, elles sont fusionnées. Par contre, je suis convaincu qu'il ne faut pas défusionner ce qu'on a fusionné il y a 5 ans, parce que là, pour le coup, en termes d'efficacité, on vient juste réussir à faire les intégrations des communes, des régions fusionnées. Si demain, comme c'est un bruit qui court, Emmanuel Macron décide de défusionner des régions qui ont été fusionnées il y a seulement 5 ans, là on perd réellement en efficacité. Pour conclure sur le sujet, Damien, je vous donne la parole. Et j'en termine avec mon analogie sur le mariage. On aurait pu, à minima, s'attendre que le témoin de cette union, ce soit Bruno Bernard, ce qui n'est pas le cas, puisque les écologistes sont furieux de ne pas avoir été consultés. Est-ce que, si on ouvre la porte à d'autres fusions, il faut absolument que la métropole soit impliquée ou pas? Je ne vois pas pourquoi. On peut imaginer des fusions de communes comme Saint-Cyr, Saint-Didier, j'irais même plus loin comme Bron, Saint-Priest, qui ont des synergies, qui ont beaucoup de choses en commun, beaucoup d'associations en commun. Je ne vois pas pourquoi le président de la métropole serait concerné directement. J'aurais juste revenir quand même sur les fusions dans le rural. D'abord, être un élu du rural, c'est un sacerdoce. C'est-à-dire qu'on vient frapper à votre porte à n'importe quelle heure du jour et de la nuit. Ensuite, ces communes rurales ont beaucoup de difficultés à vivre parce qu'elles n'ont pas, ce sont des collectivités qui n'ont pas les moyens toujours de rendre le service. Et ces fusions leur permettent justement d'avoir des moyens en commun. Effectivement, ce n'est pas la même chose que dans le périurbain, je l'entends. Juste pour en revenir à Bruno Bernard ou à la métropole, ça ne va pas changer grand-chose pour eux. Ça va juste changer effectivement qu'il y a des communes qui vont faire des économies d'échelle, qui vont peser plus parce qu'elles vont avoir une voix qui pèse plus par le nombre d'habitants. Mais honnêtement, je pense qu'il y a d'autres échelons, en revanche, qu'il faudrait supprimer également. Je pense que l'échelon ville de Lyon, aujourd'hui, ne sert pas à grand-chose, ou les échelons mairie d'arrondissement ne servent pas à grand-chose. Donc je pense que réduire le nombre de collectivités en France, c'est quelque chose qui est important. On a des frais de fonctionnement qui sont abominables dans toutes ces collectivités, il faut les réduire. Allez, Alors, je rebondis juste sur ce que dit Damien. Moi, en 2009, j'étais jeune élu à la ville de Lyon. En conseil municipal, j'avais proposé effectivement que l'échelon administratif ville de Lyon disparaissent. Bon, ça avait jeté un petit froid. Mais je reste convaincu qu'effectivement, cet échelon-là, aujourd'hui, encore plus qu'hier, n'a plus de raison d'être. Ça serait logique que la métropole de Lyon s'appelle Lyon et que le président de la métropole soit le maire de Lyon. Et puis c'est tout. On gagne en efficacité parce que finalement, la ville de Lyon, elle ne fait pas grand-chose que la métropole ou les arrondissements ne sauraient pas faire. je vous propose de passer à notre deuxième séquence, celui de la reculade de la métropole de Lyon concernant la zone à faible émission. Les véhicules critères 2 seront finalement exclus en 2028, soit 2 ans supplémentaires de répit, à condition bien sûr que le conseil métropolitain valide cette volonté de Bruno Bernard qu'il a annoncée pendant les vacances scolaires, ce qui est un peu étonnant pour un sujet qui souffre déjà d'un manque de visibilité. Il considère notamment que les alternatives à la voiture ne sont pas encore totalement fiables dans certaines zones. L'opposition lui dit déjà depuis 2 ans. Et est-ce que le président de la métropole, du coup, n'a pas perdu trop de temps? Raphaël? Je ne sais pas s'il a perdu trop de temps. On l'avait presque annoncé, le dernier débat qu'on a eu juste avant les vacances. Après le sondage de Lyon-Mag qui confirmait quand même une impopularité, on va en reparler tout à l'heure, du maire de Lyon. C'est une musique qu'on entend quand même à la métropole depuis un certain temps. La ville de Lyon, ce qu'ils font, ça ne va pas. Ils ne vont pas assez vite sur la piétonisation. Nous, on a une grosse échéance qui est la ZFE à 1 an des prochaines élections. Si la ville de Lyon n'arrive pas à avancer assez vite et s'enferme dans des polémiques sans grand intérêt, on ne pourra pas le faire. Et donc je pense que c'est plus ce constat-là. Ce qu'il dit dans l'entretien accordé à Tribune de Lyon, c'est que pour une mesure comme celle-là, il faut une acceptabilité, il faut qu'elle soit acceptée en fait. Et là, accélérer de 2 ans le calendrier comme il voulait le faire, alors que l'essentiel de la population est contre, ça n'apporte pas grand-chose. Et ça ne valait pas la peine. Mais du coup, c'est plus le dernier mandat pour le climat. C'est vrai que ça leur enlève un élément de... C'était un de leurs arguments de campagne, donc c'est une promesse qu'ils ne tiendront pas. Après, ce n'est pas la première fois que je dirais ici que la ZFE, c'est quand même pas le meilleur outil pour changer les déplacements
pour faire baisser la pollution et changer les déplacements. Si pour faire baisser la pollution, il suffisait de changer les véhicules, on n'aurait pas au final fait beaucoup baisser la pollution. Donc ils ont d'autres outils, les voies vélo, la piétonisation. Là-dessus, ils peuvent avancer beaucoup plus vite et c'est là-dessus qu'on les jugera beaucoup plus que sur la ZFE. Christophe, c'était une petite victoire pour vous, cette reculade? Alors une victoire, je ne pense pas ça n'a pas d'intérêt, une victoire à ce niveau-là. Mais c'est effectivement quelque chose que l'opposition, et que moi je dis depuis automne 2020, et je trouve que Bruno Bernard aurait intérêt à écouter son opposition, il serait beaucoup plus efficace. Donc cette reculade, c'est peut-être un signe comme quoi il quitte le dogmatisme vert-rouge pour aller vers l'efficacité socio-libérale écolo. Donc ça serait une bonne chose si c'est ça réellement. Mais au-delà de ça, au-delà de la plaisanterie... Ce serait inquiétant pour vous aux prochaines élections, par contre. Ce serait intéressant pour la métropole de Lyon. Au-delà de ça, effectivement, je pense que on était dans un système qui était complètement ubuesque, où on allait, qui était injuste socialement, qui était inefficace sur un plan écologique. Donc cette reculade, elle était nécessaire, mais c'est une double reculade, puisqu'il recule sur le calendrier critère 2 jusqu'en 2028, pour le moment, et aussi il admet que le périmètre de la ZFE étendue, qu'il avait pourtant lui-même dessiné et validé en décembre, finalement n'est pas le bon, notamment socialement, et qu'il remet sur la table le périmètre de la ZFE étendue. Pour mémoire, moi en décembre, j'avais expliqué que les communes qui étaient dans ce périmètre étendu, elles avaient un revenu moyen par ménage 40% plus faible que les autres communes de la métropole. Donc effectivement, c'était une zone, ça s'étendait essentiellement au sud-est. Donc c'était effectivement un périmètre étendu, une extension du périmètre ZFE, décidée malgré tout en décembre par Bruno Bernard, qui était une ZFE injuste socialement. Donc on était vraiment dans une ZFE zone avec un argument contraire, puisque c'était de dire on les met dans la zone parce que ça nous permettra d'avoir des aides, de leur offrir des aides qu'on n'offrira pas dans l'ouest lyonnais où les revenus sont plus élevés. Mais quand on habite l'ouest lyonnais, sa voiture, forcément, elle a vocation aussi à aller dans le centre-ville de Lyon. Et donc, ce périmètre, concrètement, ce que ça faisait, c'est que les habitants de l'ouest lyonnais ne seraient pas aidés pour changer de voiture, alors que ceux de l'est le seraient. Petite correction, le montant de l'aide métropolitaine, et c'est un des points de désaccord avec Bruno Bernard, elle est seulement de 1 000 à 2 000 euros. Donc, effectivement, c'est bien, c'est une aide. Mais avec 1 000 à 2 000 euros, c'est pas ça qui va vous permettre de financer une voiture, surtout si vous arrivez à 3 000 euros. Oui, mais les aides de l'État, elles sont indépendantes de ça. Donc du coup, c'est pas ça qui va faire la différence. Et c'est un des points aussi de désaccord que j'ai avec Bruno Bernard, c'est-à-dire que les autres métropoles qui ont avancé sur la ZFE, je pense par exemple à Strasbourg, ont des aides pour le changement de véhicule beaucoup plus significatives. Donc c'est aussi un point qu'il faut améliorer dans les semaines et les mois à venir. Et d'ailleurs, on avait vu que très peu de personnes, très peu d'habitants avaient fait appel à ces aides. Tout à fait. Ça se comptait en dizaines. En dizaines. Alors, il y a la problématique du montant des aides qui est assez ridicule par rapport au coût d'un véhicule hybride ou d'un coût électrique, mais le constat de Bruno Bernard est bon. Effectivement, on n'est pas prêt. On n'est pas prêt, pourquoi? Parce qu'on ne fait rien pour l'être. Le problème est là. Il n'y a toujours pas de transport de masse, il n'y a toujours pas de parking relais, et on sait que leur politique n'est pas de développer les parkings relais, donc on ne sera pas prêt dans 3 ans plus tard non plus, si on ne se lance pas dans une grande politique pour bloquer les gens à l'entrée de la métropole et les mettre dans des transports massifs. Donc, pour répondre à la question posée, je dis à la bonne heure, il serait temps, mais le problème c'est qu'il a quand même mis 2 ans à changer d'avis. Quand on analyse quand même le pourquoi ce changement de veste, retournement de veste, très clairement, on n'est pas sur une démarche collective. Ils s'en foutent de ce que je pense les gens. Ce qui l'a inquiété surtout, c'est de s'apercevoir, en lisant le sondage de Lyon Mag, qu'il y avait un effondrement de soutien à la cause. Et il a réalisé qu'effectivement, la suppression de la vignette 2 arrivait 3 mois ou 4 mois avant une élection municipale et métropolitaine et qu'il allait en subir les conséquences. Pourquoi? Parce que cette démarche, elle est profondément antisociale et que dans son électorat, il y a toute une partie de gens qui ont peu de moyens, qui ont voté pour lui. Il s'est aperçu qu'il avait perdu de l'électorat. Donc on n'est pas sur une démarche collective, on est sur une démarche purement personnelle. Donc je ne crois pas, contrairement à Christophe, qu'il soit sorti de son dogmatisme. Je pense qu'il est toujours dogmatique, sauf qu'il s'est aperçu que, effectivement, il ne pourrait pas mener à bien ces différents projets. Je fais un à côté avant qu'on passe au sondage. Vous parlez de transport de masse. On n'a plus de nouvelles des RER promis par Emmanuel Macron en France et notamment à Lyon. Alors ça, ils ont annoncé 100 milliards pour la SNCF. 100 milliards pour le ferroviaire. Voilà, ça a été annoncé hier, oui. Le PDG de la SNCF avait donné ce chiffre de 100 milliards, mais il le donnait d'ici 2035, en nécessité. Là, Elisabeth Borne a annoncé que c'était jusqu'en 2040, donc il y a déjà une petite variation.
Et puis pour le moment, on n'a pas encore le détail. Donc normalement, ça devrait être précisé, si j'ai bien lu l'article de presse dans la journée par le ministre des Transports. Donc c'est une première avancée, on va dans le bon sens. Maintenant, il faut qu'on voit le détail. On ne sera pas prêt pour 2028, quoi qu'il arrive. Non. Quoi qu'il arrive. Allez, c'est la saison des sondages sur Grégory Doucet. Lyon Mag avait tiré le premier avec une enquête Ipsos qui avait été très commentée le mois dernier. Et cette semaine, eh bien, ce sont nos confrères de Lyon Capital avec IFOP Fiducial qui donnent la parole aux Lyonnais. L'intérêt, c'est que leur sondage est construit différemment du nôtre. Il n'est pas bon, toujours, pour le maire de Lyon, mais il n'est pas catastrophique. 48% de Lyonnais sont satisfaits de Grégory Doucet. Est-ce que ces deux enquêtes, du coup, permettent de mieux cerner ce que peuvent en penser les habitants de Lyon? Comment vous l'avez accueilli, ce sondage, Christophe? Alors, moi, je pense que, d'abord, Grégory Doucet bénéficie de l'avantage du sortant. Donc, du coup, aujourd'hui, ce que voient les Lyonnais, c'est des projets qui ont été lancés par les équipes précédentes, plus quelques petites choses qui ont été lancées par Grégory Doucet. Donc, ils jugent une globalité. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que je pense qu'effectivement, ce sondage, il est quand même très, très contrasté. 48% sont satisfaits, mais sur beaucoup de critères, il y a un manque d'impact et de visibilité des actions concrètes. Et tout à l'heure, on évoquait le dernier mandat pour le climat. Concrètement, sur le terrain, on ne voit pas ce qui a changé vis-à-vis du dernier mandat pour le climat, mis à part plus de pistes cyclables, ça, ok. Mais sur les autres paramètres, moi, je ne vois pas de différence. Damien? Il y a... Bon, effectivement, les plus favorables au maire sortant. Il faut dire que les questions sont assez différentes. Moi, j'ai un problème avec ce sondage. Je vais être un peu critique vis-à-vis de la méthode du sondage. La première chose, c'est qu'il y a moins de personnes qui ont été interrogées que dans le sondage qui a été fait par Lyon Mag. Sur ces gens, on est environ à 800 et quelques. Sur ces 800 et quelques personnes interrogées, il y en a environ un tiers qui n'est pas inscrit sur les listes électorales. Et à ces gens-là, on va leur demander s'ils sont prêts à voter demain pour machin ou machin. Donc, par principe, quand on sait qu'on n'est pas inscrit sur les listes électorales, c'est que c'est volontaire. À cela, il faut rajouter ceux qui sont des mal inscrits, qui ne savent pas qu'ils ne sont pas inscrits. Donc, comment on peut répondre à un sondage sur pour qui je voterai demain alors qu'on fait la démarche de ne pas être inscrit sur les listes électorales? Ça me pose un premier problème. Le deuxième problème, c'est que dans ce sondage, on présente des candidats potentiels dont sans sondage de notoriété à côté, comme ça avait été fait dans Lyon Mag. Et c'est-à-dire qu'effectivement, celui qui a le plus de notoriété obtient le plus de voix, c'est-à-dire en l'occurrence 35%, alors que les autres ne sont pas sondés sur leur notoriété, en ont peu. Alors si je peux donner les résultats justement auxquels vous faites référence, ils proposent, si le scrutin de 2026 avait lieu ce dimanche, 4 listes. Vous avez la liste NUPES portée par le maire sortant Grégory Doucet, une liste Renaissance portée par David Kimmelfeld, une liste LR par le maire du 2e Pierre Oliver, et une liste RN par Andrea Cotarac. Et donc, voilà. Grégory Doucet arrive en tête avec 35%. Alors, il y a plusieurs choses à analyser là-dedans. D'abord, est-ce que Grégory Doucet sera à la tête de la NUPES? Moi, je pense que la NUPES n'existera plus d'ici là. Ensuite, je n'ai pas entendu David Kimmelfeld dire qu'il était candidat. Il a été président de la métropole avec tous les outils et tous les moyens en main. Je serais très étonné qu'il ait envie de prendre la main sur la ville de Lyon, avec laquelle il ne va rien pouvoir faire. Ensuite, il faut quand même rappeler quelque chose. Un sondage ville de Lyon, ça n'a pas de sens, puisque la ville de Lyon, ce sont 9 élections différentes, et qu'on peut avoir 35% des voix et 15% des sièges au conseil municipal, et 35% des voix et 70% des sièges à la ville de Lyon. Donc ça ne fait pas de lui un élu, ça ne fait pas de lui un perdant. Ce sondage-là n'a aucun sens, et il serait grand temps quand même que les instituts de sondage, quand ils font des enquêtes dans le cadre de Paris, Lyon et Marseille, intègrent le fait que c'est une élection multiple. Donc ça n'a pas de sens. La seule chose, c'est que ça peut donner une tendance. J'aime, j'aime pas. Mais honnêtement, pour moi, un sondage comme ça, ça ne veut rien dire. Et à chaque élection municipale, on nous resserre des sondages qui sont des sondages globaux et qui ne prennent pas en compte la population d'un arrondissement comme le 3e avec 120 000 habitants ou la population d'un premier arrondissement qui est le quart de la population du 3e. Ça n'a aucun sens. Qui plus est quand on interroge les gens qui ne sont pas inscrits sur les listes électorales. Raphaël? Oui, voilà. Ces deux sondages, ils donnent des résultats quand même un peu différents en termes d'ampleur, mais ils sont d'accord sur un même constat, c'est pas très bon pour Grégory Doucet. C'est-à-dire que normalement, à mi-mandat, ce qu'on constate un peu partout, c'est plutôt 2/3 d'approbation, voire 3/4 d'approbation pour les maires en place, pour un peu ce qu'on expliquait. C'est-à-dire que normalement, c'est la période où ils inaugurent, ils arrivent en place, ils ont encore un peu d'indulgence, ils lancent des projets. Normalement, c'est une période qui est politiquement difficile, hein. Ça avait été difficile pour Gérard Collomb dans son premier mandat à ce moment-là. Mais quand on va voir les sondages de l'époque de Gérard Collomb, effectivement, c'est difficile.
mais il y a 2 tiers de Lyonnais satisfaits de son action. Là, dans les 2 sondages, Grégory Doucet, à titre personnel, fait face à une majorité d'insatisfaction. Donc il y a une question. Et dans celui de Lyon Capital, sa politique est bien jugée. Dans celui de Lyon Mag aussi, sur certains critères, même s'il y a des critères sur lesquels c'est plus critique. Donc ce qu'on voit dans les 2 sondages quand même, c'est qu'il y a un problème de style du maire de Lyon, qui a voulu un peu réinventer la fonction de maire, qui estimait qu'il ne fallait pas faire à l'ancienne. Pour l'instant, il n'a pas convaincu vraiment les Lyonnais sur ce style-là. Après, il y a 3 ans pour changer. Je suis tout à fait d'accord pour dire que c'est beaucoup trop pour en tirer des conclusions politiques. Mais par contre, il y a effectivement un point de faiblesse, un point de fragilité pour les écologistes. On en voit l'effet, à mon avis, très directement avec la ZFE, effectivement. Probablement qu'on le verra sur d'autres choses. Je serais surpris de les voir s'engager dans des polémiques un peu politiciennes, comme ils ont pu le faire avec Darmanin l'année dernière, par exemple. Je serais surpris qu'ils continuent dans cette voie-là, à mon avis. On a eu le salon Prime Vert, quand même, il y a quelques jours. Oui, le salon Prime Vert, ça c'est des polémiques très classiques, mais le salon Prime Vert, il a 40 ans, il y a toujours eu les mêmes invités. Qu'il y ait des hurluberlus au salon Prime Vert, c'est pas une nouveauté. Comme dans ceux qui font des vins bio naturels sans sulfite, il y a des hurluberlus. Ça ne m'empêche pas d'en boire. Des fois, je trouve bon, des fois, je trouve mauvais, mais ça ne fait pas de moi quelqu'un qui est adepte d'une dérive sectaire. Donc, il faut quand même arrêter les polémiques. Là, on parle plutôt des gens qui font des câlins aux arbres. Oui, et puis il y a des gens qui croient qu'il y a quelqu'un qui a été tué et qui est ressuscité derrière. C'est aussi très étonnant. La seule différence, c'est que là, il y a quand même un certain nombre d'élus, et y compris la ville de Lyon en tant qu'institution, qui, par leur présence massive et très significative, cautionnent indirectement. Les anciennes municipalités, c'était pas la même présence et c'était pas la même participation en termes de conférenciers, en termes d'animation, en termes de voilà. Donc c'est le point qui est différent et qui questionne. Bon, pour conclure sur le sondage, et si on termine sur effectivement ce scrutin de 2026 qui aurait lieu ce dimanche, on voit que les gens ont surtout voté pour les listes. C'est comme ça que c'était présenté. Est-ce que vous votez pour la liste NUPES portée par Grégory Doucet? Est-ce que vous votez pour la liste Renaissance portée par David Kimmelfeld? Outre les limites de ce sondage et sur les choix, pourquoi David Kimmelfeld et pas Yann Cuchera ou pourquoi une liste NUPES et pas une liste LFI, PS, etc. Est-ce que ça dénote pas que malgré la grogne, malgré le rejet de certaines politiques, au final, Lyon reste et restera une ville à gauche, voire de centre-gauche? Clairement, la sociologie électorale de la ville, déjà, on revoit dans les 2 sondages, elle évolue vers la gauche, c'est sûr. Effectivement, pour l'opposition, c'est difficile, pour l'instant, elle n'émerge pas, donc c'est la principale chance de Grégory Doucet. Sur les polémiques, c'est une interprétation peut-être un peu hasardeuse, mais c'est vrai qu'il y a quand même une surprise de voir autant d'écart entre les 2 sondages. Et en plus, le sondage de Lyon Mag a été fait avant la polémique sur Salah Hamouri. Voilà, et donc la polémique notamment avec le CRIF, avec la commémoration d'Auschwitz, qui a été quand même un passage extrêmement dur, qui a quand même, on a entendu des expressions sur Grégory Doucet extrêmement violentes à ce moment-là. Je pense quand même à Alain Jakubowicz qui va le comparer à Charles Millon. Quand on connaît l'historique sur ces sujets-là, c'est pas anodin. Et donc, surprise, le sondage de Lyon Mag qui est fait avant est plus dur que le sondage de Lyon Capital qui est fait après. Est-ce que, peut-être, une hypothèse, c'est que ce moment de polémique, finalement, a un peu bénéficié à Grégory Doucet, dans le mode, l'opposition, ils vont trop loin quand même. Il ne faut pas exagérer, c'est pas le diable en personne. Et je pense qu'effectivement, que plus le meilleur atout des écologistes, finalement, pour les prochaines échéances, ça reste l'opposition. C'est pris en pitié? Non, c'est pas ça. C'est que tant que l'opposition cherchera à les caricaturer et sera dans un débat extrêmement vindicatif et violent, je pense que ça leur bénéficiera parce que ce n'est pas le type de débat que les électeurs souhaitent. Ça lasse. Au contraire, ils préfèrent voter pour des gens qui paraissent comme responsables, porteurs de projets. Il nous reste encore quelques secondes. Je ne crois pas que Lyon bascule à gauche. Lyon a toujours été une terre de modération et de construction avec les autres. Donc, Charles Millon fait plus de voix que Gérard Collomb en 2001. C'est quelque chose qu'on n'imagine plus du tout aujourd'hui. Les Lyonnais, ils ont toujours été une terre de modération. Donc on est assez d'accord. C'est-à-dire que ce que veulent les Lyonnais, c'est effectivement une équipe
qui construit quelque chose avec eux pour développer leur ville, leur métropole, et avec une dynamique collective, et pas opposer les uns aux autres. Et moi, le plus gros reproche que je fais, malgré tout, à Grégory Doucet, c'est que jusqu'à maintenant, peut-être qu'il va changer, il a joué systématiquement ce rôle d'opposant, d'ériger une catégorie contre les autres. Il faut au contraire que le maire rassemble tout le monde. C'est-à-dire qu'il n'y a pas les cyclistes contre les automobilistes et contre les piétons et contre les utilisateurs de trottinettes. Il y a des Lyonnais qui veulent se déplacer. Il n'y a pas une communauté, quelle qu'elle soit, qui a raison dans un combat ou sur une situation géopolitique. Il faut rassembler les gens, il faut rassembler pour avoir une ligne, une direction commune. Et c'est ça l'enjeu du maire. Et aujourd'hui, Grégory Doucet, il n'a pas joué ce rôle-là. Peut-être qu'il change. À voir si effectivement les sondages le font changer. Damien, le mot de la fin? Je crois qu'une élection municipale, elle ne se fait pas sur une ligne politique, elle se fait sur une personnalité, sur un programme et sur un rassemblement, effectivement, savoir parler à ses électeurs. Et les gens de droite savent le faire, les gens de gauche savent le faire, peu importe qui ce sera. Aujourd'hui, effectivement, le constat, c'est qu'on est dans une rupture. Grégory Doucet ne se positionne pas comme étant le maire de tous les Lyonnais. Je disais la dernière fois qu'il n'avait pas enfilé le costard, je pense que c'est toujours pas le cas. Mais aujourd'hui, il bénéficie du fait de n'avoir personne de visible en face. Step by step, attendons de voir qui va émerger en face. On commence à voir petit à petit, d'ailleurs dans ce sondage, que Pierre Olivier, le maire du 2e, commence à émerger un petit peu et avoir un peu plus de voix derrière lui. Il a encore 3 ans devant lui pour se faire connaître. On peut tout à fait imaginer une bascule dans l'esprit des Lyonnais qui vont se reconnaître dans cette personnalité, ou dans une autre d'ailleurs. C'est vraiment trop tôt. Honnêtement, je crois qu'on ne peut pas dire aujourd'hui que Lyon bascule à gauche, même si la sociologie lyonnaise évolue et Lyon se rajeunit surtout. Vous pensez que Pierre Olivier est le prochain maire de Lyon? Je ne pense rien du tout, parce que je n'ai pas de boule de cristal. Allez, c'est sur ces belles paroles qu'on rend l'antenne. Merci pour vos retours, votre fidélité. L'actu continue sur lyonmac.com et nous on se retrouve la semaine prochaine.